essayer enregistrer. Et puis, alors, du coup, je vais te laisser commencer pour cette fenêtre ouverte sur l'assainissement. Donc, j'espère que tout le monde reçoit comme il faut les informations. Et puis, le chat est ouvert si jamais il y a des problèmes de connexion ou quoi que ce soit. Sinon, je te laisse la parole pour nous présenter, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur l'assainissement sans jamais oser le demander. Merci beaucoup, Lucas. C'est un plaisir de faire cette première fenêtre ouverte sur l'épuration des eaux du Centre de compétences épuration des eaux. C'est une pratique ou une activité qu'on fait dans notre centre de compétences à peu près depuis Covid. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été en allemand. La toute dernière séance, on avait fait en deux langues. Et finalement, on a conclu que probablement, ça vaut la peine de le faire en deux langues, en une émission, mais de faire une fois en allemand et une fois en français. Ça nous permet de transmettre ces informations qu'on juge intéressantes pour tout le monde de manière efficace. De quoi on va vous parler? Alors, moi, je suis pas tout seul, comme vous le savez, dans cette direction du centre de compétences. Je suis ensemble ici avec Reto Manzer, qui va aussi du canton de Berne, qui va également présenter une partie de cette présentation. Nous, les deux, on n'a pas une organisation très thématique, mais vraiment par des sujets. Il y a des sujets qui rentrent euh, pour notre centre de compétences et puis on regarde qui s'en occupe. Alors, maintenant, voilà. Alors, le contenu, bah, nous, on aimerait avant tout présenter et partager un peu les activités qu'on a dans notre centre de compétences. Depuis un peu plus qu'une année, quand on a repris la direction de ce centre de compétences, on a passablement travaillé sur des prises de position. Alors, je vais en revenir sur certaines. Après, un grand sujet de discussion et aussi d'activité en termes de projets qui sont en cours, c'est la question de zéro émission nette. C'est-à-dire, on verra, les steppes ont des émissions en CO2 et en méthane et aussi en gaz hilarant qui ont tous un effet sur le climat qu'on aimerait à terme réduire à zéro. La pénurie d'électricité, c'est toujours un sujet. Il y a un projet en cours sur délestage. Reto va revenir là-dessus. Également, le recyclage du phosphore, c'est une thématique qui s'éloigne un tout petit peu des steppes parce que c'est plus la filière boue, une fois incinérée, qui est concernée par ça, mais c'est aussi un sujet qui est actuellement en discussion au niveau fédéral. Après, si on revient sur le VSA, on va parler de la stratégie. Il y a une stratégie qui a été publiée au début de l'année, mais qui est une stratégie à relativement court terme, parce qu'on a aussi eu un changement dans la direction du VSA, et puis la nouvelle direction a souhaité élaborer une nouvelle stratégie qui leur correspond ou qu'ils ont élaboré eux, qui correspond avec leurs attentes. On va parler de quelques projets en cours, des événements qui en 2024 et aussi 2025, un petit retour sur les médias et finalement une courte enquête pour avoir votre avis. Alors, il y a deux prises de position qui ont été publiées au début de cette année. C'est un processus extrêmement long parce qu'il y a une discussion à l'interne du VSA, et puis après il y a les mises à l'enquête qu'on fait avec vous, enfin une demande de retour. Mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement riche parce que ça permet d'avoir vraiment un retour très 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 large pour établir une telle prise de position. Alors la première prise de position, c'est une qu'on a repris avec Reto pas mal au début, qui dormait depuis plusieurs années. C'était par rapport au potentiel thermique des eaux usées. Force est de constater que les eaux usées ont un potentiel assez important en termes de chaleur, c'est-à-dire on pourrait produire environ 10% de la chaleur des bâtiments d'aujourd'hui avec les eaux usées. Il y a évidemment toujours aussi des freins qui sont le fait que les steppes sont souvent
pas si proches, mais de plus en plus proches des habitations. Et il y a quand même une préférence d'un point de vue technique, d'avoir un traitement après une step qu'avant, même si techniquement, d'un point de vue où est la chaleur, de le faire avant la step, ça a l'avantage que souvent on est dans des habitations, si on fait ça dans un bassin de rétention par exemple. Après la step, ça a le grand avantage qu'on baisse pas la température des eaux usées, qui est un facteur limitant pour le traitement en hiver. Alors, ce qu'on a envie de dire avec ce papier, c'est utilisant ce potentiel thermique, c'est clairement le souhait du VSA de renforcer ça dans le futur. Ce document est facilement téléchargeable sur Internet. Après, une prise de position beaucoup plus délicate et qui a mené à beaucoup plus de discussions, c'est notre prise de position sur l'élimination de l'azote. Pourquoi c'est beaucoup plus délicat? Parce qu'ici, on répond à une motion qui a été votée, sauf erreur, en 2020, qui demande une réduction des apports d'azote provenant des stations d'épuration des eaux usées. C'est-à-dire maintenant, l'OFEV a été chargé par le Conseil fédéral d'élaborer une adaptation de la loi sur l'eau et l'ordonnance sur l'eau. Et ce papier finalement décrit comment le VSA voit cette application ou quels aspects nous paraissent importants dans cette application. Et on a clairement dit que le VSA soutient cette exigence du Parlement. Il y a plusieurs bénéfices, notamment, évidemment, il y a moins de nutriments dans nos cours d'eau. Il y aura moins de gaz hilarants, ce qu'on voit sur les steppes qui dénitrifient peu. Il y a relativement beaucoup de gaz hilarants d'un point de vue d'émissions nettes à zéro. Il faut pouvoir réduire ce gaz hilarant parce que c'est vraiment un gaz à effet de serre très important pour les steppes. Et puis ça améliore aussi l'exploitation. Après, ici, ça a été une fois communiqué par l'OFEV qu'il y aura une publication de toutes ces études qui ont été faites par rapport à ce projet-là, c'est-à-dire ces études qui ont été lancées par l'OFEV pour élaborer cette modification de l'ordonnance et de la loi. Aujourd'hui, l'OFEV n'a pas encore décidé exactement la date qu'il souhaite publier ces études, mais c'est à venir, c'est peut-être à la fin de l'année ou un peu plus tard. Alors, on ne peut pas vous dire beaucoup plus de choses là-dessus, c'est encore en discussion. Ce que je peux vous dire, c'est que l'OFEV travaille actuellement sur la modification de la loi, et dans la loi, il ne sera pas écrit combien de pourcentage d'élimination de l'azote il faut atteindre. Ça sera uniquement défini plus tard dans l'ordonnance. C'est-à-dire, on restera probablement encore, en tout cas partiellement dans le flou, à ce qui sera exigé en Suisse. Alors, vu qu'on ne peut pas tellement dire de choses par rapport à la Suisse, on va vite faire un petit voyage en Union européenne, parce que l'Union européenne s'apprête à voter définitivement une directive révisée sur le traitement des eaux urbaines. Il manque encore une adoption, mais elle est vraiment formelle du Conseil européen. Si je ne me trompe pas, ça doit avoir lieu le mois prochain. Mais il y a déjà eu tout un échange tripartite où le Conseil européen faisait partie pour arriver à cette directive révisée. Alors, qu'est-ce qu'elle exige en termes de phosphore? Elle exige un rendement en fonction de la taille des steppes de 87,5% à 90% pour le phosphore total et 80% pour l'azote. Ce qui est intéressant ici, c'est que initialement il y avait 85% pour l'azote, et puis maintenant on est à 80% de l'azote. Ces 80% sont uniquement pour
des températures supérieures à 12 degrés, c'est-à-dire ici, il y a quand même encore une grande différence entre s'il faut l'atteindre à 10 degrés ou à 12 degrés. Pourquoi je vous montre ces chiffres? Ces chiffres, bah, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe en Europe. Et puis après, deuxièmement, c'est quand même aussi une influence sur la législation suisse. C'est-à-dire, on regarde toujours ce qui se passe en Europe. La prochaine adaptation, elle est très intéressante parce que moi, je pense que c'est un exemple assez rare où la législation suisse est reprise par l'Union européenne. Normalement, ça se passe plutôt dans l'autre sens. Nous, on adapte notre législation en fonction des évolutions dans l'Union européenne. Mais ici, c'est le contraire. C'est-à-dire pour les composés de traces, l'Union européenne n'a pas simplement repris ce que nous, on avait dans notre ordonnance, à la différence qu'ils exigent ça pour des steps nettement plus grandes, c'est à partir de 150 000 mais les 80% d'abattement. Les 80% d'abattement seront mesurés avec les mêmes substances qui sont définies en Suisse, c'est-à-dire là, ils ont vraiment fait un copier-coller. Et puis après, il y a une partie pour les steps plus petites, entre 10 000 et 150 000, où c'est sur une base d'analyse de risque que les États doivent décider si oui ou non un traitement sera exigé. Après, ça va encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire maintenant pour les traitements des micropolluants, et ces articles de loi ont été traduits par nous, c'est-à-dire il n'y a pas encore une version officielle en français, c'est-à-dire il ne faut pas prendre ça à la lettre, mais plus dans le contexte. Ils vont exiger une responsabilité des producteurs des micropolluants et ils aimeraient que 80% des coûts soient financés autant pour l'investissement et les frais de l'exploitation par des producteurs de micropolluants. Et il y a des exceptions, et ça, c'est si un producteur peut démontrer qu'aucun micropolluant entre dans les eaux usées, c'est-à-dire par exemple s'il est complètement métabolisé par le corps, il va pas devoir payer à ces frais quand même assez énormes. Et également, si les substances sont bien biodégradables, par exemple le paracétamol, une substance qu'on trouve en grande concentration en entrée de step, en sortie de step, c'est très largement abattu, c'est-à-dire pour cette substance, j'imagine que c'est considéré comme bien biodégradable, alors ils doivent payer. Puis après, pour des substances à très faible vente, moins d'une tonne par an dans l'Union européenne, ça fait vraiment pas grand-chose. Après, il y a aussi un article sur la neutralité énergétique. Et ce qui est exigé ici, c'est que les steppes produisent leur propre énergie de sources renouvelables. Et puis, il y a une part qui doit faire sur la steppe, une autre part qui peut produire ailleurs, mais c'est obligé de produire cette totalité jusqu'à, sauf erreur, 2040 ou 45. Puis après, un autre article que je trouve très intéressant, où en Suisse, on est encore très loin, parce qu'en soi, c'est interdit par la loi de réutiliser l'eau. C'est pas vraiment la réutilisation qui est interdite, mais l'infiltration de l'eau traitée qu'on peut pas faire en Suisse, c'est-à-dire on peut pas utiliser les eaux usées actuellement pour l'agriculture. C'est-à-dire ici, les États doivent encourager, si c'est nécessaire, la réutilisation des eaux usées, des stations d'épuration, c'est-à-dire on veut vraiment le renforcer, et ceci évidemment en particulier dans des zones avec un fort stress hydrique. Voilà ce qu'on voulait vous montrer par rapport à l'Union européenne. Maintenant, on vient encore à deux prises de position. Un qui vous intéresse certainement, c'est l'élimination des micropolluants, c'est-à-dire au même temps que la motion que je vous ai montrée avant sur l'élimination de l'azote. Ici, c'est la motion qui demande des mesures visant à éliminer les micropolluants applicables à toutes les steppes d'épuration des eaux usées. Ça, c'est le titre de la motion. Après, le Parlement a décidé qu'il fallait pas que toutes les steppes soient équipées d'un traitement des micropolluants, mais seulement celles qui produisent des dépassements dans les cours d'eau. Alors, ce document
où on a déjà fait une consultation de la boîte noire que vous voyez ici. Nous, on a élaboré maintenant le texte. Il est encore en discussion cette semaine. On va faire la traduction en français du texte et puis après, on voudrait lancer la consultation cet automne. Et puis, nous espérons de pouvoir publier ce document encore idéalement cette année. Alors, on sera bien content d'avoir votre avis sur ce document. Il a déjà été très fortement discuté au sein du VSA et puis vos avis peuvent évidemment aussi nous aider à appuyer nos arguments dans le VSA pour que certaines phrases restent ou si ça vous gêne. Ces consultations, on peut presque le dire, une spécialité du centre de compétences eaux usées ou épuration des eaux. Nous, on le fait de manière, on le fait toujours, alors que certaines autres centres de compétences le font beaucoup moins. Mais nous, on tient à ça et je pense, on est très content de cet exercice. Et finalement, on avait aussi une demande du comité du VSA d'élaborer un papier pour l'économie circulaire. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la STEP, elle est vraiment importante pour pas mal de cycles, c'est-à-dire le phosphore, l'azote, aussi le carbone, l'eau, dans une moindre mesure les matériaux de construction. Ce qui a été décidé, c'est que l'eau ne fera pas partie de cette prise de position parce que ça sera probablement une prise de position tout seul, hein, c'est-à-dire la réutilisation de l'eau des steppes. Et puis là, il y a aussi beaucoup de développement actuellement en cours. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est en soi interdit par la loi. Il y a des discussions, ça va probablement évoluer, mais pas aussi vite. On a eu beaucoup de discussions intéressantes. Et puis, c'est suspendu pour le moment. Je vais revenir sur ça. La même chose, c'est aussi le document zéro émission net. On a également reçu un mandat du comité pour l'élaborer. On a fait la boîte bleue, c'est-à-dire les points les plus importants qui ont aussi déjà été passablement discutés. Ça a été discuté en conférence de direction, notre équipe centrale de notre CC et dans le groupe de travail énergie et climat, mais c'est également suspendu pour le moment. Alors, je passe la parole à Reto pour la partie protection du climat sur les steppes. Alors, merci Michael. Vous écoutez, le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'espère quand même que vous me comprenez. Voilà, on a la protection du climat sur les steppes, c'est un sujet assez important et on avait une discussion informative avec l'OVF Division Climat en mars et on avait les journées de l'eau à Emeten en juin qui nous avait donné des informations sur la situation. Ça veut dire la première question c'est est-ce que les steppes sont obligés de mettre en place les mesures par rapport de zéro émission nette et la réponse est idéalement oui, mais légalement non. Ça veut dire nous, comme administration, ne peuvent pas obliger les steppes à prendre des mesures par ça. Ça se ferait dans le cadre de la loi CO2 qui est révisée, je pense, la prochaine fois en 5 ans. Et la deuxième question, c'est le financement par le biais de taxes. Et ça, c'est un peu nouveau, ça veut dire, avec la législation actuelle, on peut en grande partie financer les mesures. Ça veut dire toutes les mesures de construction, d'optimisation qui sont liées très
à la tâche principale d'une STEP, soit l'épuration des eaux qui est à l'état de technique, on peut financer et en plus, on peut financer la production d'énergie pour l'usage ou à la vente, et spécialement des photovoltaïques, si c'est économiquement viable. Ça veut dire, en grande partie, par exemple, nous savons qu'avec la dénitrification élevée, on va normalement réduire les émissions du gaz HILARA, comment on dit? Hilaron. HILARO. Ça veut dire on peut financer ça. Et il y a des subventions, oui, sur peut-être, mais on ne sait pas définitivement à ce moment-là, mais il y a une subvention qui vient avec le nouveau législation, le climat ou l'ordonnance pour les STEP, mais on est obligé de faire une feuille de route pour comment on va réduire les émissions. Et là, il y a une possibilité de faire une feuille de route sectorielle. Et ça, peut-être comme ça, on peut prendre en considération. Mais à ce moment-là, ce n'est pas clair. Et à part de ça, on a le clic qui va continuer. Les limites du système zéro émission net, c'est toujours une chose à discuter. La situation, là, je commence en haut. On a les émissions directes et indirectes selon la loi sur le climat. Ça veut dire on a les émissions des gaz HILARO, comment on dit? HILARO, du méthane et ce sont les émissions principaux. Et on a les émissions du CO2 qui ne comptent pas car elles sont biogènes. Ils sont comme neutres. Ça veut dire c'est seulement le gaz HILARA et le méthane qui comptent. À gauche, on a la production d'énergie à la STEP et c'est aussi intéressant. Ça veut dire toute électricité ou chaleur ou biogaz qu'on produit sur la STEP sont neutres en termes de zéro émission nette. En CO2, ça veut dire si je produis plus, ça ne aide pas à diminuer ou à compenser des autres, compensieren, comment on dit, compenser, Ouais. des autres émissions. Ça veut dire qu'elles ne sont pas prises en compte dans le bilan des gaz à effet de serre. Et ce qu'on a, on a des puits possibles. Ça veut dire si je fais une technologie de capture du CO2, ils sont considérés comme des nets, technologies à émissions négatives. Par exemple, si je sépare le CO2 pendant Gasaufbereitung, Ouais, ouais, la purification du gaz. Enfin, la purification. Voilà, si je sépare là et peut capturer, ça c'est considéré comme technologie à émission négative. Voilà. Prochain slide. Cette ordonnance sur le climat était en consultation il y a quelques mois et le VSA a fait une position en accord avec Infrawatt le 1er mai. Vous pouvez voir cette position sur le site net. Voilà. Et avec Infrawatt, on a un projet de programme zéro émission net qui est financé en grande partie par l'OFEN. Peut-être, on va dire, de l'OFEF et les cantons qui ont déjà dit oui.
On a différents modules. Ça veut dire on a un module qui est déjà lancé, c'est la mise à jour du guide énergie dans les steppes et intégration des aspects gaz à effet de serre. On a un module calculateur en ligne, on a un module formation, suivi et finalement un module 3 études de cas représentatifs. Comme je dis, on a déjà lancé le premier module, c'est la révision du guide sur l'énergie dans les steppes. Et vous voyez 3 documents là. Je commence avec le vert, ça veut dire c'est le guide de l'énergie. Maintenant, pas seulement dans le STEP, mais dans le secteur de l'assainissement. Et ça veut dire ce qu'on fait là, c'est mise à jour et on va intégrer aspects nouveaux comme panneaux solaires et gestion des charges. C'est Rieser qui est mandaté à élaborer ça. Et à gauche, on a un nouveau guide sur les gaz à effet de serre dans le secteur de l'assainissement. C'est nouveau. Et cette guide va couvrir les scopes 1 à 3 et qui va être élaboré par HPT Upwater. Et comme document 4, on a le bleu document de Ceronet dans le secteur de l'assainissement. Là, on va intégrer les objectifs, la position du VSA, le classement du sujet, les limites du système, comme j'ai montré avant, et spécialement aussi les programmes de soutien qu'on peut utiliser. Voilà, le projet est en cours. On espère à terminer d'ici à la fin d'année et puis faire à la principe de l'année qui vient la consultation. Oui. Un autre sujet, Michael a déjà le mentionné, c'est la pénurie d'électricité. Vous peut-être connaissez cette figure-là avec des différentes phases en cas de pénurie. Et là, je parle de la phase de contingentement. Ça veut dire, en cette phase, tous les consommateurs doivent réduire leur consommation électrique. Et comme peut-être vous savez, les steps sont exclus de cet automatisme, je dirais, mais par contre, on a fait un modèle de gestion pour les steps communales en cas de contingentement qui est valable pour toutes les steps, pas seulement les grands consommateurs. Et l'OFEF maintenant a fait une ordonnance qui est en principe prend cette mesure qui sont dans ce modèle de gestion là et en fait une ordonnance assez courte qui est en consultation. Comme ça, on n'a pas des points à critiquer, comme on dit, à critiquer. Ça veut dire c'est une ordonnance qui va être en vigueur si on a une phase des contingentements. Voilà. Voilà. Alors peut-être là, ce qu'il faut rajouter, c'est le fait que les steps devront économiser beaucoup moins d'électricité que si on n'avait pas fait cette démarche pour les sortir de la démarche classique. C'est-à-dire ça permet d'éviter d'avoir des impacts importants sur les cours d'eau. Oui, merci. On parle à peu près de 5 à 10% le maximum. Et vous voyez là, dans la phase de contingentement, on parle de 5 à 30% pour les autres entreprises. Voilà.
Voilà, la dernière phase dans cette figure-là, ce sont les délestages. Ça veut dire on a des délestages cycliques et on a fait un projet là et l'objectif c'est de comment à traiter de diverses questions relatives au délestage cyclique, pas seulement sur les steps, mais aussi dans le réseau. Et ce sont des thèmes comme organisation, communication, comme je dis, le réseau de canalisation et des questions juridiques. On a débuté le projet en décembre de l'année passée. Le lead, c'est chez Pascal Wunderlin du plateforme Micropolluant. Et il y a un groupe accompagnant le projet et nous espérons à faire la consultation de cet document cet automne. Voilà, par terminer mon part, quelques mots sur le recyclage du phosphore. Vous sûrement connaissez le projet ou la plateforme Swiss Phosphore, comme on dit. On avait l'année passée terminé une phase. Les résultats sont mis en ligne. Je peux vous proposer à consulter cette site. L'OFEF a mis tous les documents en ligne. À mon avis, c'est très bon fait, très compréhensible. Voilà. L'organisation du projet reste pour le moment, mais vous voyez, on avait les 4 groupes de travail. Et 3 de ces 4 groupes sont mis à stand-by et c'est seulement le groupe mis en œuvre dans les cantons qui est en charge. Et je suis là dans ce groupe et parce que les cantons, c'est clair, ont un rôle central à jouer dans la mise en œuvre. Et ce qu'on est en train de faire, c'est un projet d'un aide-mémoire, un MEX-Plat, où on dit quelques mots sur le rôle et les outils des cantons pour la gestion des boues d'épuration. Quelles sont les bases? Est-ce qu'on a tous les outils, je dirais, pour la mise en œuvre? Et l'autre grande demande, c'est les formes de collaboration envisageables dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'installations de récupération de phosphore, peut-être seulement pas du récupération, mais aussi de l'incinération, parce que à ce moment-là, on a des différents directions où on peut mettre les bouts, et spécialement comment on dit, les incinérations des déchets communales. Ça veut dire en futur, c'est pas possible. Et ça veut dire il faut des capacités pour l'exploitation, pour l'incinération. Oui, prochain slide. La mise en œuvre possible en Suisse, on avait un stakeholder workshop sur la récupération du phosphore le novembre dernier. On pense qu'il faut 3 installations centrales de récupération en Suisse. On va produire donc phosphore et acide phosphorique. Et actuellement uniquement avec des procédés qui utilisent les centres d'incinération de boue, on voit des solutions. Ça veut dire là, comme je dis, d'élimination dans les usines d'incinération des ordures ménagères. Et peut-être aussi l'industrie du ciment n'est plus possible. Ça veut dire on a besoin de capacités supplémentaires nécessaires pour l'incinération des boues. Ça veut dire, en sommaire,
tout ça signifie des grands investissements d'importance suprarégionale qui ne sont pas les cantons seuls qui peuvent trouver une solution, mais je pense qu'il faut qu'on coordonne national au niveau national pas, pour comment dire, bereitstellen. Ouais, pour que ça soit possible, ouais, pour que ça puisse fonctionner. Oui, voilà. Je pense que je peux passer la parole. Tu peux peut-être, tu étais là à workshop, peut-être Michael peut rajouter quelque chose. Ouais, merci Reto, un élément que j'aimerais rajouter par rapport au phosphore, c'est que ce qui est prévu, et tu me corrigerais toi aussi, ça a changé depuis, mais j'ai pas l'impression. Ce qui est prévu dans cette loi, c'est que le Conseil fédéral définisse quelle quantité de phosphore la Suisse a besoin pour couvrir ses propres besoins. Et ces quantités-là vont devoir être récupérées des bouts d'épuration. C'est-à-dire, il ne sera pas... la prochaine slide, peut-être. Oui, pardon. J'ai oublié, ouais. Voilà. Exactement. Ouais, alors je te laisse. OK. Où tu veux. Ou tu peux continuer. Je pense que ouais, alors c'est plus ou moins ce que j'ai dit, c'est-à-dire le Conseil fédéral, c'est ce que vous voyez tout en haut, définit des besoins nationaux en quantité de phosphore. Et ce phosphore-là, en dehors de tout ce qui tourne évidemment dans l'agriculture, ce qui a vraiment besoin qu'un apport externe, qu'on apporte aujourd'hui de l'extérieur, en dehors des frontières suisses. Et ces quantités-là vont devoir être récupérées des bouts d'épuration ou aussi des farines animales pour le couvrir. Et puis ces coûts, finalement seront payés en partie, mais ça sera une petite partie, ça sera les recettes de la vente de ces produits, quand l'acide phosphorique ou aussi les engrais sont vendus. Mais la grande charge, pour payer le surplus du coût, ça sera facturé aux producteurs de boue, c'est-à-dire les stations d'épuration. Pourquoi il y a un surcoût aussi important par rapport à si on importe ce phosphore, c'est tout simplement avec la législation suisse en vigueur, on doit faire plusieurs étapes pour pas avoir un rejet qui pollue de ces incinérateurs, de ces usines qui traitent le phosphore, qui est largement pas le cas dans les pays producteurs de phosphore. C'est-à-dire le phosphore, non seulement on va produire un phosphore en Suisse, mais pourquoi ça va coûter plus cher? Parce que on a des standards beaucoup plus élevés et on ne voudra pas polluer nos cours d'eau ou aussi la mer. Voilà pour ce qui est phosphore. On revient sur la stratégie du VSA. Pour le moment, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais juste vous dire que ça, c'est actuellement en cours. Nous, comme les autres responsables des centres de compétences du VSA ont été activement sollicités, il est clair aussi pour le comité que finalement la base vraiment active du VSA, mis à part les bureaux centraux et régionaux, c'est ces centres de compétences, c'est-à-dire la partie technique se passe dans ces centres de compétences, et c'est pour ça la nouvelle direction du VSA avait aussi le souhait qu'on soit impliqué dans ce processus. Il y a une réunion des responsables des centres de compétences et le comité tout prochainement, d'ici quelques semaines en septembre, pour discuter entre autres de cette nouvelle stratégie qui nous impactera évidemment. Nous, on va devoir par la suite adapter notre stratégie de notre centre de compétences qui va évidemment se baser sur celle du VSA. Une chose que j'imagine viendra, c'est que le VSA souhaite avoir plus d'activités
aussi au monde politique, c'est-à-dire que nos avis, notre avis est très écouté à Berne, mais on aimerait encore le renforcer. Après, un autre point de discussion que nous, Reto et moi, avons finalement lancé, parce qu'on était assez malheureux avec ce processus interne sur l'élaboration des prises de position. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, on fait beaucoup d'allers-retours. C'est pour ça qu'on a demandé si c'était pas possible de faire une démarche peut-être un peu raccourcie et en intégrant des personnes aussi importantes du comité dès le début de l'élaboration pour pas avoir à corriger tout une fois qu'on a déjà fait beaucoup de travail. Ces prises de position sont vraiment, c'est dur à s'imaginer si on le fait pas au sein du VSA. Il y en a tellement d'avis qu'il faut essayer d'intégrer. C'est vraiment un travail de compromis qu'il faut trouver. C'est entre autres aussi un moyen de donner vraiment notre avis, ce qui est aussi le nôtre, je l'espère, le vôtre que je l'espère, pour maintenant ces modifications de loi, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup de discussions pour cela. Qu'est-ce qu'on a comme projet en cours, mis à part celle que Reto a déjà mentionné, il y a les documents BIM, où on essaie de standardiser l'utilisation de cet outil qui est à la fois magnifique, mais aussi incroyablement difficile à bien gérer. Là, il y a une mise en consultation, c'est-à-dire actuellement on travaille sur l'intégration des commentaires. En principe, on voudrait publier ça assez prochainement. Il y a un projet de digestion qui a aussi été mis en consultation. Là c'est le même travail qui prend un peu plus de temps parce qu'entre-temps, il fallait changer le chef de projet. Après une révision des conditions générales applicables aux offres et contrats d'entreprise, chef de projet, c'est Andras Harangozo du comité du VSA. Ce projet est en cours. Après, il y a un projet de gestion intégrée réseau, STEP et milieu récepteur. Là, la consultation est terminée, le travail est en soi prêt pour être publié. Il sera publié ce deuxième semestre en même temps que le guide PG et les calculs hydrauliques. Et l'autre projet que Reto, je m'excuse, que Reto a déjà montré, c'est les délestages cycliques où on a prévu une consultation cet automne. Les projets principaux qui sont en cours. Maintenant, je viens sur les événements. Il y a encore quelques places disponibles. Je ne vais pas vérifier aujourd'hui, mais en tout cas, vendredi, il restait quelques places disponibles des journées de l'eau. VSA PIC, le 16 et 17 octobre. C'est un cours qui est en allemand, c'est-à-dire c'est évidemment difficile pour les gens qui maîtrisent pas bien cette langue, mais pour tous ceux qui ont un bon niveau d'allemand, moi je le recommande vivement. C'est vraiment, je pense, les cours les plus intéressants, où il y a le plus d'échanges possible. Le sujet est l'émission Zéro Net. Après, il y a deux cours spécialisés, un le 27 août, c'est demain, qui est également en allemand, et un autre sur le MCRCE qui est prévu en 2025. Après, nous avons cette année notre rencontre du centre de compétences relativement tard. On va se voir le 5 novembre à la Steppe de Neugut et à l'Airwag pour les présentations. La raison pour laquelle on fait ça aussi tardivement, c'est parce qu'à la Steppe de Neugut, il y a des travaux en cours. Mis à part de l'ozonation, ce qu'on va pouvoir visiter, c'est des panneaux solaires qui peuvent être plissés sur les bassins. Il y a une ligne de biologie qui est en pilote avec des bouts granulaires, avec des hydrocyclones. Et il y a un quatrième aspect que j'ignore pour le moment, mais
Toujours est-il qu'il y a des sujets très intéressants. Les présentations à l'EAVAC sont co-organisées avec l'EAVAC, c'est-à-dire je m'attends qu'il y a des présentations très intéressantes. Ce qui est intéressant, à mon avis aussi, de cette rencontre-là, c'est gratuit pour les membres du BSA, c'est-à-dire je vous encourage de faire ce déplacement à Zurich pour rencontrer des collègues et apprendre des nouvelles choses. Après, il est prévu en deuxième moitié de 2025 un cours en Suisse romande sur l'élimination de l'azote. Ça sera organisé par PIC, pas le VSA, mais le VSA soutient PIC pour ça. Et puis une nouvelle rencontre en 2025 en juin qui devrait, selon les informations que j'ai à ce stade, être plus proche que Zurich. Ça sera probablement pas en Suisse romande, mais pas si loin que ça. Alors là, j'espère que certains d'entre vous pourront venir. Et puis, si vous êtes intéressé à collaborer sur l'organisation de cette réunion du centre de compétences, ben, vous êtes les bienvenus. Écrivez-nous un mail ou un message et puis on va mettre ça en place. Après, il y a un colloque sur la sécurité dans les steppes qui est reporté au 2 avril 2025. Ça a été, sauf erreur, ça a été organisé en juin de cette année et puis c'était une date qui était un peu malheureux. C'est pour ça que ça a été reporté plus tard. Alors, j'aimerais brièvement revenir sur les médias. Début juillet, vous le savez tous, il y a eu ces événements d'intempéries en Valais avec des conséquences relativement lourdes pour passablement de steppes en Valais. Il y a eu beaucoup de communication dans les médias, les gens étaient un peu inquiets. Et puis, on a eu aussi pas mal de sollicitations de la part de la RTS, notamment Luca Rossi qui est avec nous, et moi-même. Ce qu'on a fait pendant ces occasions de parler à la radio ou à la télé, c'est de rassurer la population et puis aussi un peu dégonfler cette polémique qui enflait aussi dans l'idée que les professionnels, notamment Valais, puissent se concentrer sur leur travail qui était essentiel à ce moment-là, qui je pense qui n'est pas encore tout à fait terminé pour réparer ces dégâts. Alors ça, si vous avez des commentaires par rapport à ces interventions, on les prend volontiers. C'est un exercice où on a relativement peu de temps pour se préparer et on ne sait pas exactement ce que les journalistes nous demandent. C'est-à-dire, c'est pas évident, mais c'est, en tout cas pour ma part, c'est un exercice que j'ai assez bien aimé faire. Alors, on va changer. Alors, en soi, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je vous remercie déjà pour votre attention et puis évidemment, vu que c'est une première fois qu'on fait ça, on aimerait tout brièvement vous poser quelques questions. Alors, avec votre portable, vous pouvez scanner ce QR code qui devrait vous amener vers la slide suivante, c'est-à-dire la question suivante. Que pensez-vous de cette première fenêtre ouverte sur l'épuration des eaux? Est-ce que c'était intéressant, plutôt intéressant ou pas très utile pour vous? Ne vous laissez pas influencer par les réponses des autres. Michael, pendant que Ouais. tout le monde répond, je tiens à préciser d'abord que c'est juste, effectivement, l'idée c'était est-ce qu'on va reproduire cette version-là pour vous informer en 1 heure de tout ce qui se fait dans le domaine ou des nouveautés. C'est un format vraiment très concentré, donc je propose qu'on puisse aller sur la question suivante pour. Mhm.
Alors la question qu'on s'est posée, bah justement, c'est est-ce qu'il faut le faire en deux langues? Euh, pour nous, qu'on s'est dit, bah finalement l'effort pour produire ça en deux langues, c'est pas extrêmement grand. Euh, et j'imagine pour la transmission du savoir-faire ou des informations, c'est plus efficient. À ce propos, je tiens à remercier Reto qui a fait sa présentation en français. C'est son premier webinaire en français, donc je le félicite pour ça. C'était très clair, Reto, il n'y a pas de souci. On a très bien compris. Et puis, c'est vrai que cette barrière de la langue, on essaye de passer outre dans toutes les activités VSA. C'est vraiment pas toujours évident, mais en tout cas là, si on a une possibilité avec deux responsables de CC qui parlent français, c'est quelque chose de très positif. Alors, encore la dernière question, et là, vous pouvez écrire, vous pouvez aussi nous contacter directement, c'est-à-dire aussi par rapport à cette fenêtre ouverte. Enfin, il y a certaines personnes qui ont dit que c'est plutôt intéressant, peut-être ils attendaient d'autres aspects, alors n'hésitez pas à nous dire ou à nous écrire, ça nous fait évidemment plaisir euh, vous servir au mieux. Et puis ici, cette question, elle est plus large, c'est-à-dire c'est le VS en Suisse romande. Est-ce qu'il y a des domaines où vous serez content qu'on soit plus actif ou le cas contraire, vous estimez que euh, tout va bien? Voilà, donc pendant que les gens écrivent ou font des suggestions, j'aimerais voir peut-être ce qu'il y a des questions qui sont brûlantes pour certains participants. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on voit les activités du CC, on ne s'ennuie pas dans le domaine des stations d'épuration, hein. On voit tous les challenges qui arrivent, tout ce qu'il y aura à faire, les questions qui se posent. Évidemment, c'est quelque chose qui est assez, qui fait des fois un peu peur, mais qui est aussi extrêmement motivant parce qu'on se rend compte que euh, c'est quelque chose que c'est des activités qui vont se renforcer par la suite. Est-ce qu'il y a parmi les participants une question ou l'autre qui vous brûle ou lesquelles vous voudriez avoir plus d'informations? Profitez de l'occasion peut-être. Sinon, encore une fois, vous avez la possibilité de contacter directement les membres du CC directement par mail. De notre côté du VSA, sur l'invitation qu'il y avait sur le webinar, on mettra les slides de cette journée et j'ai pu lancer un enregistrement. Donc, vous aurez aussi la possibilité de revisionner l'enregistrement de ce webinar. Est-ce qu'il y a des questions de la part des intervenants? Vous pouvez utiliser aussi le chat. Donc, au niveau du chat, des remerciements. Euh, Euh, donc, il y a aussi des questions. Alors là, il y a une question par rapport aux exploitations de steppe. Mhm, Il y en a, il y en a des exploitations. Enfin, alors vous dites des membres. Moi, je pense qu'il n'y en a pas simplement de membres des exploitants de steppe. Il y a aussi pas mal de membres de notre centre de compétences d'exploitation de steppe. Maintenant, je pense que c'est pas pour être largement agrandi. C'est-à-dire, moi, je pense que là, il y a certainement un pool de personnes intéressant que nous, on représente avec le VSA. Et puis, bah, évidemment, plus qu'il y a d'exploitants qui sont membres de notre CC, et puis vous pouvez tous être membres du CC. La, la base, c'est que vous êtes membre du VSA, et puis après, vous pouvez vous inscrire à un CC, ou c'est même pas nécessaire. non, Ça, c'est pas non, nécessaire. C'est pas c'est même nécessaire. pas nécessaire. C'est-à-dire, vous pouvez vous inscrire dans le CC, même si vous n'êtes pas membre du CC, du VSA, vous pouvez vous inscrire, vous allez recevoir les informations, vous êtes invité à répondre aux documents qu'on met en consultation. Et là, évidemment, on est très heureux d'avoir votre avis et bah, de créer un statut membre GRES VSA. On ne sait pas si c'est nécessaire dans le sens où vous pouvez être membre d'un centre de compétences, mais c'est peut-être un point que Yuka peut Oui, reprendre.
Oui, très volontiers. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que de plus en plus, c'est clair que la spécificité, il faut bien comprendre qu'en Suisse allemande, il y a le VSA qui s'occupe de tout. En Suisse romande, on a le VSA, le GRES et le FES. Et de plus en plus, on travaille vraiment ensemble avec le GRES. Cette journée sur l'élimination de l'azote, on va la créer, la coordonner ensemble. On a un séminaire BIM avec le GRES pour présenter le BIM aux exploitants de stations d'épuration sous forme aussi de webinar qui aura lieu tout prochainement. Donc, vous serez avertis à ce niveau-là. Avec le FAISE, on est en train de voir si on pourra mettre en place des formations continues aussi pour les exploitants. Donc, l'idée, c'est que en Suisse romande, sur le bassin versant un petit peu de la Suisse romande, on collabore de façon beaucoup plus efficace entre nos différentes associations. De toute façon, ce qui est important pour nous, c'est vraiment que l'information circule et qu'il y ait des possibilités de formation, d'information qui soient le plus efficaces possible. Donc, de ce côté-là, on travaille vraiment main dans la main avec le FAISE, le GRES, et puis on se réjouit de pouvoir continuer sous cette forme. Il y a une petite question peut-être juste avant de terminer. Est-ce qu'il y a des estimations des délais et des prix qui seront imputés au STEP pour le futur pour la récupération du phosphore? Je pense que c'est encore un peu tôt ou est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui s'est fait peur puis qui du coup a arrêté le groupe de travail? J'espère que c'est pas ça le motif pour arrêter les travaux. Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y a des chiffres qui ont été articulés à ce niveau-là? Je me tourne peut-être vers Reto ou vers Michael. Alors, moi, j'ai un chiffre en tête qui est autour de 10 francs par équivalent habitant, mais je suis absolument pas certain si ça c'est juste. Mais Reto, c'est-à-dire, est-ce c'est, que, ouais, est-ce que ton micro n'est pas ouvert? Oui. Toi, tu parles à peu près, Michael, tu parles de 10 francs par équivalent habitant pour la ouais, production de j'aurais dit phosphore. Voilà. inférieur. Ouais, Ouais, inférieur Reto. à 10 francs. Euh, j'ai pas bien compris Est-ce qu'il, la est-ce question. qu'il y a une estimation quand est-ce que les coûts pour la récupération du phosphore, quand ça va arriver chez les steppes? Est-ce qu'on a une idée? Et puis combien ça va coûter? Est-ce qu'on a déjà une projection économique qui a déjà été faite pour ce prix du Euh, recyclage? voilà, sur le délai, je ne peux pas dire, pas dire quelque chose, mais sur les coûts, on a une estimation qui parle de, je dirais, 5 à 10 francs par personne annuelle. D'accord. Et donc ça, et puis le quand, ça dépendra de la loi, en fait. C'est ça qui va... Oui, oui. Oui et non, parce que soi-disant, la loi, aujourd'hui, c'est écrit jusqu'à 2026. En principe, ça ne changera pas avec la modification de la loi, c'est-à-dire ça sera toujours une exigence pour 2026. C'est-à-dire finalement, c'est une question de quand il y a ces installations et puis on va commencer à traiter le phosphore. Ce qui est peut-être intéressant dans ce cadre-là, c'est que le canton de Zurich, qui est un grand canton, a donné le feu vert à ERZ pour développer, pour aller de l'avant avec une solution. C'est-à-dire le canton de Zurich a pris les devants et puis veut vraiment avancer avec ce sujet. Et si une fois il y a une dynamique, je pense que cette dynamique va, va prendre du momentum et puis après on aura une solution qui sera sur la table. Et puis il y a évidemment une question, c'est-à-dire si probablement pas toutes les boues d'épuration devront devoir aller récupérer le phosphore pour atteindre l'objectif qui sera fixé par le Conseil fédéral, mais toutes les steppes vont devoir payer à ça. C'est-à-dire, c'est pas les steppes qui vont récupérer le phosphore qui auront toute la charge financière, mais ça sera réparti d'une manière ou d'une autre sur toutes les steppes. Voilà, donc c'est des questions à suivre, hein. Des questions qui intéressent évidemment le public, tous les exploitants. On arrive gentiment à la fin de ce webinaire, donc on va essayer de proposer sous cette forme. Je pense que c'est une forme qui est appréciée, Michael Reto, donc je vous remercie vraiment pour la préparation de ce webinaire. C'est court, c'est condensé, on voit qu'on arrive directement. Et puis, comme mentionné, donc toute la documentation, on va la mettre disponible, notamment la présentation et l'enregistrement, pour que vous puissiez revoir ça s'il y a des questions. Et puis, Reto et Michael, vous êtes à disposition hein, s'il y a des questions spécifiques sur les différents thèmes qui ont été abordés.
Donc, voilà, je vous laisse. Merci beaucoup pour votre participation, jusqu'à 35 personnes aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour le canton pour la Suisse romande. On va aller de l'avant pour ce premier. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt. Peut-être juste demander à Reto et Michael de rester encore tout petit moment. Et puis, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et puis au plaisir de vous revoir à une prochaine occasion au niveau du VSA. Merci et à bientôt. Belle soirée. Merci.